Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers. Plus proche de nous que l'Empire romain, l'Empire germain. Le peuple allemand n'a pas élu Hitler. Il s'agit d'un mythe qui conduit à faire reposer la responsabilité de la déliquescence d'une démocratie sur les choix erratiques d'un peuple fasciné. C'est la faiblesse des contre-pouvoirs qui a fait tomber la démocratie. En réalité, l'accession au pouvoir des nazis se caractérise par, d'abord, la conclusion d'accords avec les autres formations politiques et les industriels, prévoyant des garanties et contreparties. Ensuite, la violation du droit et des libertés fondamentales dans une extrême rapidité d'action. La temporalité, le tempo, jouent un rôle fondamental dans cette accession au pouvoir. Les nazis sidèrent par leurs décisions incohérentes, mais qui se succèdent sans laisser au pouvoir constituer la possibilité non pas matérielle, mais temporelle de les contrecarrer. Le plan stratégique d'anesthésie des institutions porte un nom, Gleichschaltung, la mise au pas. En 1932, à la suite de l'incendie du Reichstag, le président du Reich, Hindenburg, suspend les libertés fondamentales. Aucun juge pour annuler la mesure. Après l'élection de 1933, où les nazis n'ont toujours pas la majorité absolue, les communistes sont pourchassés, la SPD isolée, et la loi sur les pleins pouvoirs est adoptée aux 2/3 du fait de l'approbation du Zentrum. Aucun juge pour annuler la mesure. Les juges de droit commun se retrouvent dernier bastion à résister à la dictature. Un noyautage méthodique s'ensuit, dernier coup de dynamite du chaos contre l'ordre et la liberté. Et le droit ne s'appliquant plus, Hitler n'a même pas besoin de modifier la Constitution. La loi fondamentale allemande de 1949 comprend exactement où le risque se loge, en confiant en particulier aux juges la garantie du maintien de l'état de droit. Autre mythe, on affirme souvent que la Ve République aurait été imaginée par opposition à ce contre-modèle que représente la République de Weimar, parlementariste et donc faible. Et pourtant, subrepticement, loin de Bayeux, De Gaulle s'est laissé influencer par René Capitan, lui-même disciple de Raymond Carré de Malberg, contemplateur de la Constitution allemande de Weimar. Notre pays s'expose aux mêmes risques que ceux survenus sous Weimar. D'une part, un président pouvant suspendre les libertés, notre article 16, ou s'affranchissant en tout ou partie du résultat des élections des députés, le fameux parlementarisme rationalisé. D'autre part, l'irresponsabilité juridique et politique. On loue bien hâtivement la stabilité de la Ve République comme une forteresse pour ceux qui sont dedans. Elle tient bon, tant que le peuple élit un personnage mesuré. Mais si les ennemis de la République sont élus, privés de contre-pouvoir, elle flanchera vite. Étrangement, la musique ambiante ne correspond pas à la réalité et continue de se focaliser sur un risque chimérique de gouvernement des juges, dont on se demande bien comment il pourrait s'exercer. Le 6 janvier 2025, lors de la conférence des ambassadeurs, le président de la République a critiqué ce qu'il appelle la nouvelle internationale réactionnaire, notamment en lien avec des figures comme Elon Musk. Il faisait référence aux ingérences états-uniennes fascistes dans les élections allemandes. Juste avant cela, en décembre 2024, la Cour constitutionnelle roumaine avait annulé le premier tour de l'élection présidentielle en raison de l'ingérence russe. Au Parlement européen, après l'ingérence du Qatar, nouveau scandale de corruption pour Huawei, entreprise chinoise, qui tente de déverser sur le marché des téléphones pouvant servir de relais d'espionnage. Ces ingérences transparaissent à tout niveau, y compris local. On se rappelle celle de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, le groupe d'initiative de Bakou visant à soutenir les mouvements indépendantistes dans les territoires d'outre-mer français. Peut-être également la Chine. Tout cela y a contraint le gouvernement de bloquer le réseau TikTok en mai 2024. Qu'adviendra-t-il une fois les maires, les présidents des collectivités achetés par ces puissances? Car désormais, les masques tombent et l'histoire s'accélère. Que faire une fois des députés élus, à la solde par exemple d'intérêts russes, bloquant les crédits militaires, révélant les secrets des commissions de défense nationale, affaiblissant le contrôle de l'audiovisuel? Les temps changent. Le risque dépasse celui par exemple de favoritisme en matière de marché public. Désormais, en realpolitik actuelle, chaque élu, quelle que soit sa fonction, peut constituer une menace aux mains des grands groupes, eux-mêmes liés à des États hostiles. Seul remède pour contrecarrer cette menace, la mise hors d'état de nuire de ces réseaux par les juges. Ils doivent agir pleinement,
c'est-à-dire en faveur de la hiérarchie des normes, rapidement. L'exécution provisoire s'impose comme absolument nécessaire. Au droit d'éligibilité, ancré dans l'article 6 de la Déclaration de 1789 et l'article 3 de la Constitution, on doit répondre en balance article 16 de la Déclaration de 1789, articles 3 et 5 de la Constitution. Surtout l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui dispose que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a point de constitution. Monsieur le haut conseiller, dans un article du Monde du 8 mars, tombant à point nommé, intitulé « Aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui de notre liberté », vous avez exactement établi ce lien que j'expose en citant Montesquieu, que je cite à mon tour. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Précisément, comment retenir l'abus du pouvoir si le contre-pouvoir n'intervient que 10 ans plus tard, si l'on n'admet pas l'exécution immédiate? La Constitution de 1958, ensuite. Son article 3, que l'on doit interpréter en sens inverse de celui qu'en fait les requérants, dispose: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Mais quand le représentant viole le mandat que le peuple lui confie, la souveraineté ne s'exerce plus. Et quelqu'un doit mettre fin à ces abus. L'exécution provisoire sert cet objectif constitutionnel. L'élu n'est pas propriétaire d'une charge. Il ne s'agit que d'un représentant et d'un mandat qui peut prendre fin le cas échéant. Enfin, l'article 5 de la Constitution garantit, je cite, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Si l'élu phagocyte la main publique, les pouvoirs publics ne fonctionnent plus régulièrement, pas plus que l'État n'assure sa continuité. L'article 5, qui fonde nombre de vos décisions cruciales en matière de sauvegarde de la nation, a vocation à justifier la démission d'office par le jeu de l'exécution provisoire. Réfléchissons aux conséquences d'une éventuelle censure. L'article 471 du Code de procédure pénale ne fait pas l'objet de la présente QPC. Les décisions de votre Conseil n'interfèrent ainsi en rien sur la question posée. Seule la démission d'office relevant du préfet serait affectée. On se retrouverait donc systématiquement dans la situation où un élu incarcéré conserverait son mandat. À quel principe cela pourrait-il servir? Et quelle image pour les élus? Et ce qu'un tribunal correctionnel ou qu'une cour d'assises ne pourrait pas faire à l'égard d'un élu municipal, le ministre, puis le gouvernement le pourrait par le jeu du CGCT? Drôle de conception de la séparation des pouvoirs. Votre prédécesseur, Monsieur le Président, est intervenu à la fin de son mandat, de manière feutrée, mais répétitive, pour marteler le rôle central de votre Conseil en matière de garantie de l'état de droit. Cette tonalité traduisait l'inquiétude. Pour illustrer un motif d'inquiétude, en juin 2024, un candidat du Rassemblement national déclara « À condition de mettre au pas le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire ». Vous rappelez-vous ce dont je parlais en introduction de mon propos? Le plan stratégique d'anesthésie des institutions, la mise au pas? Aucun hasard dans le choix des mots. L'idée effarante doit vous alerter. Elle doit tous nous inquiéter. Se demander de nos jours si le juge pénal peut suspendre le mandat d'un élu jugé coupable apparaît complètement à contretemps du danger de notre époque, mais aussi de la tendance traduisant la volonté du constituant. 1993, ministre jugé par la Cour de justice de la République au lieu de la Haute Cour de justice. 1995, réduction du champ de l'immunité parlementaire, article 26 de la Constitution. 2007, suppression de la Haute Cour de justice et de sa haute trahison au profit de la Haute Cour et du manquement aux devoirs manifestement incompatibles. Le constituant se dirige vers une réduction des immunités et la perte des mandats. Enfin, en 1999, lors de l'adoption de la CPI, votre Conseil, décision 98-408 DC, n'a nullement dit qu'un juge pénal ne pourrait pas, au provisoire, mettre fin au mandat d'un élu. A contrario, il le peut, donc. En définitive, la question à se poser devrait être exactement opposée. Priver d'effet l'inéligibilité au provisoire serait-il conforme à nos principes constitutionnels? Probablement plus guère. En conclusion, l'élection ne doit pas permettre à des agents déstabilisateurs de saper notre République.
Sans exécution provisoire, combinée à la démission d'office des élus, nos contre-pouvoirs demeurent paralysés. Et ce n'est pas le moment d'affaiblir les contre-pouvoirs. L'association Anticorps que je représente propose néanmoins 2 réserves de nature à concilier mieux les droits. D'une part, que la déclaration de démission d'office intervienne à la réserve que la mesure a été prononcée à la suite d'un débat contradictoire. D'autre part, qu'elle intervienne à la réserve que la mesure a été motivée, garantie de proportionnalité. Sous ces réserves, je vous demande de juger les dispositions soumises conformes à la Constitution. Je vous remercie, mesdames et messieurs les hauts conseillers, monsieur le Président. Merci, maître.